Tu as eu ta chance ici, maman, mais maintenant il est temps de partir. Il l'a dit comme s'il me demandait de lui passer la télécommande. Pas de tremblement dans la voix, pas le moindre signe de regret, juste une constatation, comme s'il lisait la météo. Assise à table, la cuillère en l'air, mon porridge refroidissait dans le bol. Je me suis demandé si je n'avais pas mal entendu. Mon oui n'est plus ce qu'elle était, mais ça, je l'avais parfaitement entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Ai-je demandé. David m'a regardé droit dans les yeux, la main posée sur le dossier de la chaise de la cuisine, la même chaise que son père avait fabriquée il y a 47 ans. Il venait de finir son café. Laura, sa femme, était près de l'évier, faisant semblant de laver quelque chose de propre, sans me regarder comme d'habitude. On en a parlé, a-t-il dit. On pense qu'il est temps que tu trouves un endroit plus adapté à ton âge. Peut-être une résidence pour seniors. On en a parlé. Je vois. Pas une discussion en famille, une décision déjà prise, qu'on m'a imposée comme un vieux meuble encombrant. J'ai hoché la tête lentement, gagnant du temps, essayant de garder une voix calme. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? David a soupiré, comme si je faisais des difficultés. Ce n'est rien contre toi, maman. C'est juste que la maison ne nous convient plus. On prévoit de la rénover, de l'agrandir, peut-être d'en transformer une partie en atelier ou en logement locatif. On a besoin de flexibilité. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Ma cuisine. Le même poulet en céramique sur l'étagère. Les mêmes murs jaunes que j'avais choisis avec mon mari. Ce n'était pas qu'un simple bâtiment. C'était ma vie, intimement liée à chaque recoin. J'ai élevé David ici, j'ai organisé les funérailles de son père dans cette maison. J'ai peint ses sols à genoux, faute de moyens pour me payer de l'aide. Laura s'est finalement retournée. Et on vous le dit avec tact, Margaret. On veut juste le meilleur pour tout le monde. Toi y compris. Tout le monde. Pas moi. Tous les autres. Je vois, dis-je en pliant lentement ma serviette. Alors, tu as déjà pris ta décision. David hocha la tête, soulagé que je ne discute pas. On t'aidera à chercher, évidemment. On paiera peut-être même les 2 premiers mois si tu as des difficultés financières. Mais il est temps. Tu es là depuis assez longtemps. Assez longtemps. Ce soir-là, je restais assise dans le salon longtemps après qu'il soit monté. Mon fauteuil faisait face à la cheminée, celle-là même qui ne fonctionnait plus correctement depuis des années. David disait toujours qu'il la réparerait, mais il ne l'a jamais fait. Je n'essayais pas d'allumer un feu. Je restais simplement assise là, une couverture sur les genoux, à fixer les ombres sur le mur. 47 ans. Je me souvenais du jour où nous avions coulé les fondations. Michael et moi, à peine 30 ans, lui avec un coup de soleil et moi avec des ampoules à force de poser du carrelage. Nous avions construit cette maison pierre par pierre, salaire après salaire. Pas de personnel de maison, juste les voisins, quelques bières et une bonne dose de détermination. Et maintenant, on me demandait de partir comme si j'étais un obstacle. Mais je n'étais pas en colère. Pas encore. La colère demande de l'énergie, et je n'avais pas encore su ce que je ressentais. Ce que je ressentais, c'était quelque chose de plus lourd. Une sorte de poids dans la poitrine, comme de la poussière sur un cadre que personne ne regarde plus. Ils pensent que je vais partir discrètement, trouver une petite chambre avec la télé et des activités de groupe le mardi. Ils pensent que je vais disparaître et ne pas perturber leurs plans. C'est peut-être ce à quoi ils sont habitués, que je leur facilite la vie. Je me suis levée lentement, les articulations engourdies par le froid. J'ai marché jusqu'au couloir et éteint la lumière. Je suis passée devant la porte de la chambre de David et Laura sans m'arrêter. Leur voix étouffée résonnait derrière. Je suis entrée dans ma chambre, mon espace, et me suis assise au bord du lit. Ils ne m'avaient pas donné de date limite, mais je savais que ça n'allait pas tarder. Ils allaient commencer à me faire visiter des appartements.
Des brochures s'allumaient sur le comptoir. Des visites amicales étaient organisées. Ce n'était pas une question de manque de place. C'était une question de ne plus avoir besoin de moi. Je me suis penchée, et j'ai ouvert le tiroir de la table de chevet. J'ai sorti le petit carnet noir où Michael et moi notions les factures du ménage. Les pages étaient vieilles et jaunies, mais je l'utilisais encore. Plus pour faire un budget, juste par habitude. Il y avait des notes écrites de la main de Michael, de vieux reçus glissés entre les pages, et soigneusement pliés entre deux pages. L'acte de propriété original de la maison. Mon nom. Son nom. Remboursé intégralement il y a 22 ans. La maison était à moi. J'ai fermé le tiroir et suis resté longtemps immobile, à écouter le silence qui règne dans les vieilles maisons. Le problème, c'est qu'ils avaient oublié à qui ils avaient affaire. Ils avaient oublié que j'avais construit cette maison de mes propres mains et enterré mon mari avec la force d'une femme qui ne se laisse pas abattre facilement. Ils avaient oublié que je n'avais pas encore dit mon dernier mot. La première fois que j'ai vu ce terrain, il n'y avait que des mauvaises herbes, des cailloux et un potentiel immense. Michael se tenait à côté de moi, un journal plié à la main et des bottes pleines de boue. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit, mais il est à nous si on le veut. C'était en 1974. Nous avions $2000 d'économie, une vieille camionnette et un cœur plus grand que nos moyens. Nous avons signé les papiers sous un arbre, en utilisant le capot de la camionnette comme table. Cet après-midi-là, nous avons marqué les angles de la maison avec de la ficelle et de l'espoir. C'est sur cela que cette maison a été bâtie, l'espoir et cet amour tenace qu'on ne voit pas au cinéma. Michael n'était pas architecte et je n'étais pas maçon, mais grâce à ses mains et à ma détermination, nous avons réussi à la faire tenir. J'ai mélangé le béton à la pelle et je l'ai coulé pieds nus. Nous nous sommes prêtés des outils, nous nous sommes rendus service et nous avons travaillé tard le soir, sous la lumière du porche. David est né 2 ans plus tard. Son premier berceau trônait dans le couloir inachevé. Il s'endormait au bruit du marteau et se réveillait à l'odeur de sueur et de pain grillé. Il ne se souvient de rien. Ou peut-être que si, mais qu'il préfère l'oublier. La balançoire dans le jardin, je l'avais installée avec une vieille corde de l'abri à outils de Michael et un pneu récupéré dans le fossé. Le pêcher planté le jour des 5 ans de David. Il fleurit encore, même si les fruits sont devenus amers. Toutes ces choses, les petites fissures dans le carrelage du couloir, la pente du sol de la cuisine, le grincement de la 3e marche, ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des marques. Comme les rides d'un visage qui a vécu longtemps et pleinement. Je vois ces marques et je me souviens de qui nous étions, de qui j'étais avant que la vie ne me relègue au second plan. J'ai repensé à tout cela le lendemain matin de l'annonce de David. Je me suis levé tôt comme d'habitude, j'ai préparé du café, même si personne d'autre n'en boit, et je suis sorti sur le perron. Les planches ont craqué comme toujours. Michael disait que cela signifiait que la maison nous saluait. Elle reconnaissait pas, souriait-il. Le brouillard était encore bas, effleurant l'herbe, et l'odeur de la terre humide m'a fait monter les larmes aux yeux sans prévenir. Pas celle qui coule, mais celle qui monte et pique. Assise sur la balancelle, j'ai resserré la vieille veste de Michael autour de mes épaules et j'ai contemplé ce qui était autrefois notre paysage. Il n'y avait plus que des maisons, des clôtures, des enfants à vélo bien loin du champ ouvert que nous avions alors. Pourtant, je l'aimais. Ils veulent me le prendre. Non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils pensent que j'en ai assez. J'ai regardé la lumière se lever lentement, baignant les toits d'une douce lumière dorée, et j'ai su ce que je devais faire. Je n'allais pas les laisser me prendre tout ça. Et je n'allais certainement pas faire mes valises et partir comme une invitée qui s'éternise. Non. Si je partais, ce serait à mes conditions. Et la maison, elle ne leur appartiendrait pas. Plus jamais. Plus tard dans la journée, quand David est parti au travail et que Laura a disparu à son cours de gym, à son déjeuner ou je ne sais où, j'ai sorti le vieux coffre-fort du haut du placard. Mes doigts connaissaient le code par cœur. L'anniversaire de Michael.
À l'intérieur se trouvaient les choses importantes. L'acte de propriété, le testament, les papiers d'assurance et le compte épargne que nous n'avions jamais touchés, sauf en cas d'urgence. J'ai souri. Ils ignoraient jusqu'à son existence. J'ai ouvert le tiroir en dessous et j'ai sorti mon carnet d'adresses. Pas celui de mon téléphone, le vrai. Des pages usées par des décennies d'utilisation. J'ai feuilleté les annuaires jusqu'à trouver un nom. Sandra Mills, agent immobilier. Sandra était une vieille amie de l'église, une femme qui avait perdu son mari à peu près en même temps que moi, Michael. Nous n'avions pas parlé depuis un moment, mais elle m'envoyait toujours des cartes de Noël et s'était forgé une solide réputation dans la vente de maisons en ville. J'ai composé son numéro. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Sandra, c'est Margaret Ross. Margaret. Seigneur, ça fait une éternité que je n'ai pas entendu ta voix. J'ai souri, malgré mon cœur qui battait la chamade. J'ai besoin de ton aide. Discrètement. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, mais un silence rassurant. Un silence qui signifiait que quelqu'un écoutait vraiment. Je suis là, a-t-elle dit. De quoi as-tu besoin? Je veux vendre ma maison. Sa voix s'adoucit. Tu es sûr? Aussi sûr que je ne l'ai jamais été. Et David? J'hésitais. Il n'a pas besoin de le savoir. Pas encore. Sandra ne demanda pas pourquoi. Ce n'était pas nécessaire. Très bien, dit-elle. Alors, commençons. Une fois la communication établie, nous avions un plan. Pas de journée portes ouvertes, pas de panneaux à vendre. Tout se ferait sur rendez-vous uniquement, et seulement avec des acheteurs prêts à déménager rapidement. Sandra enverrait un photographe respectueux de la vie privée. Elle connaissait des gens, des professeurs retraités, des infirmières itinérantes, des personnes discrètes qui n'avaient pas besoin que tout soit parfait et neuf. Le genre de personnes qu'il nous fallait. Je raccrochai et observai le salon. Le canapé était usé. Le tapis était décoloré. L'endroit tout entier sentait le citron et les vieux livres. Ce n'était pas parfait. Mais c'était chez MOI. Il y a un tiroir dans le couloir que je n'ai pas ouvert depuis des années. Le bois colle par temps humide, et il grince toujours légèrement quand je tire trop fort, comme s'il en avait assez qu'on me le rappelle. Je l'ai ouvert aujourd'hui, en prenant soin de ne pas réveiller le reste de la maison. À l'intérieur, des enveloppes, des reçus, un élastique fragile qui s'est effiloché entre mes doigts. C'est là que je gardais les archives. Pas les cartes de vœux ni les mots d'anniversaire. Ça fait des années que je n'en reçois plus. Ce tiroir renfermait la véritable histoire. Les chèques annulés, les reçus de scolarité, les factures de réparation marquées, payées, de ma main. Le nom de David figurait sur presque tous. $5,000 pour sa première voiture, à 19 ans. Cette vieille bagnole qu'il adorait jusqu'à ce qu'elle rende l'âme en plein hiver. Il a pleuré quand le garagiste lui a dit qu'elle était irréparable. J'ai fait le chèque le jour même. $12,000 pour ses prêts étudiants, quand les intérêts ont commencé à s'accumuler plus vite qu'il ne pouvait payer. Juste le temps de me remettre sur pied, disait-il. C'était il y a 23 ans. $8 400 pour l'acompte de cette maison, alors que David et Laura peinaient à joindre les deux bouts après la naissance de leur deuxième enfant. On te remboursera dès que possible, m'a dit Laura. Elle m'a même serré dans ses bras. C'était peut-être la dernière fois. J'ai parcouru du doigt les noms, les totaux, les années. Ce tiroir témoignait de sacrifices discrets. Chaque dollar était censé dire « Je crois en toi ». Même sans jamais dire merci. À un moment donné, l'aide s'est transformée en attente. Puis l'attente en droit. Ça ne me dérangeait pas. Pas au début. C'est ce que font les mères, non? On tient la main de son enfant quand il tombe et on ne la lâche jamais vraiment. On reste disponible. Constante. Discrète. Mais la discrétion devient la routine. Et la routine finit par s'estomper.
David ne m'a pas demandé comment j'allais depuis des mois. Pas depuis ce rendez-vous chez le médecin où je ne lui ai pas tout dit. Je ne voulais pas l'inquiéter. Le plus drôle, c'est que je doute qu'il l'ait remarqué. Laura a cessé de me parler le jour où j'ai oublié d'acheter le lait d'avoine qu'elle aime. Une semaine plus tard, je lui ai proposé de préparer le dîner. Elle m'a éconduite d'un petit sourire crispé. On mange sainement maintenant, a-t-elle dit, comme si j'étais un paquet de cochonneries. Et les enfants, ils sont adorables, mais ils suivent l'exemple de leurs parents. Je suis la femme qui vit à l'étage et qui met la télé trop fort. Voilà où j'en suis, de pilier à fardeau. J'ai refermé le tiroir doucement, comme on borde un grand enfant. Plus tard dans la matinée, pendant leur absence, David au bureau, Laura quelque part, j'ai parcouru les pièces, un bloc-notes jaune à la main. Des notes pour moi, ce que je garde, ce que je donne, ce que j'emporte avec moi le moment venu. Je suis passée devant l'ancienne chambre de David. Le papier peint que nous avions choisi ensemble est toujours là. Des petites fusées et des étoiles, qui se décollent maintenant au coin. Il rêvait d'être astronaute. Cette année-là, je lui ai acheté un télescope avec l'argent de mes courses. On a vécu de soupe et de pain pendant des semaines. Maintenant, il veut que je parte. Ma main tremblait en écrivant. Donner l'étagère. Garder la couette. Jeter la lampe cassée. Se séparer de certaines choses est difficile, mais c'est aussi lucide. Quand on réduit sa vie à l'essentiel, on voit ce qui compte vraiment. Assise au bord du lit, j'ai regardé autour de moi. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais. Pas vraiment. C'était quelque chose de plus calme, comme se réveiller d'une longue sieste et se souvenir de qui on est. Je me suis souvenu du regard que Michael me lançait quand je comprenais quelque chose avant lui. Très perspicace, disait-il en souriant. Ne sous-estime jamais ma femme. Il riait, me prenait dans ses bras et disait. Elle a bâti cette famille de ses propres mains. Il avait raison. J'ai payé l'appareil dentaire de David quand l'assurance a refusé. J'ai payé les colonies de vacances, sa lune de miel, et même la période où il a été licencié sans rien dire à Laura. Il ne m'a jamais remercié. Pas une seule fois. Quand leur chauffe-eau est tombé en panne, j'ai fait le chèque avant même qu'il ait pu me le demander. Quand Laura a dû se faire opérer après la naissance de leur 3e enfant, je suis restée à ses côtés à l'hôpital et j'ai passé 2 nuits à dormir sur une chaise. Elle n'en a plus jamais reparlé. Ce n'est pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. C'est la disparition, la lente disparition, le passage de la personne à la fonction, de mère à simple note de bas de page. Avant, je croyais que si je continuais à donner, on finirait par me revoir. Qu'un jour, on lèverait les yeux et on dirait, la voilà. Celle qui nous a tous soutenus. Mais les gens ne s'intéressent pas aux fondations. Ils construisent dessus, tout simplement. Cet après-midi-là, j'ai rappelé Sandra. Je suis prête, ai-je dit. Faisons-le. Tu es sûre? J'en suis sûre. Elle est revenue 2 heures plus tard avec son assistante, une jeune femme discrète, appareil photo en main, au regard bienveillant. J'ai préparé du café et l'ai servi dans les tasses bleues que je gardais pour les invités. Nous nous sommes installés au salon, celui que j'avais décoré avec des coupons et des échantillons de peinture du magasin de bricolage. Sandra m'a posé quelques questions délicates. Je lui ai dit que je souhaitais de la discrétion. Pas de pancartes, pas de réseaux sociaux, seulement des acheteurs sérieux. Des gens qui comprenaient la valeur d'une maison comme celle-ci. Son assistante a pris des photos du porche, du couloir, du carrelage de la cuisine que j'avais posé à genoux. Elle s'est arrêtée dans le salon et a contemplé le fauteuil usé près de la fenêtre. Cette maison a une âme, a-t-elle murmuré. J'ai acquiescé. On sent qu'elle a été habitée. Ce soir-là, je me suis tenue devant le miroir et j'ai contemplé mon reflet. La femme qui me fixait n'était ni amère ni brisée. Elle était éveillée. Les pas de Laura semblaient toujours impatients. Ses talons trop pointus pour le carrelage de la cuisine. Ce matin-là, elle était levée tôt, se faufilant entre les placards,
claquant une porte de temps à autre, faisant suffisamment de bruit pour que toute la maison comprenne qu'elle avait des choses à faire et que quelqu'un la gênait. Point ce quelqu'un, c'était moi. Bien sûr. Point j'avais préparé du thé et je m'étais installé à la table de la cuisine, le journal soigneusement plié, une habitude, un rituel. Ma façon de préserver le calme de ma matinée. Même quand les autres remplissaient la pièce de bruit. Elle ne me regarda pas lorsqu'elle se pencha pour prendre ses compléments alimentaires. Juste ce sourire crispé, aucun contact visuel, puis elle se dirigea vers l'évier. Tu as utilisé le dernier pot de lait d'amande, dit-elle d'un ton sec. Je ne savais pas qu'il était réservé, répondis-je en sirotant mon thé. Mais je vais le remplacer. Elle soupira comme si j'avais dit quelque chose d'offensant. Ce n'est rien. La prochaine fois, vérifie. Vérifie. Comme si j'étais locataire. Elle se mit à manipuler le mixeur, y jetant des poignées de poudre et de légumes verts comme si elle se battait contre lui. Le bruit emplissait la pièce. Je continuai ma lecture, relisant le même paragraphe pour la 3e fois. David entra quelques instants plus tard, la veste à moitié enfilée, le téléphone à l'oreille. Il me fit un signe de tête, murmura un vague « bonjour » et reporta son attention sur l'écran. « Dis-leur que je relirai le contrat avant midi », dit-il au téléphone. Et non, on ne change pas les délais de livraison. Il se versa un café, ne s'assit pas, et resta là, à guetter des ordres, sirotant une boisson amère et brûlante sans s'arrêter. Laura éteignit le mixeur d'un geste théâtral. Tu vas être en retard, lança-t-elle sèchement. David marmonna quelque chose et disparut au bout du couloir. Laura resta. Elle prit son verre de boisson verte et s'appuya contre le comptoir, se tournant enfin vers moi. Alors, dit-elle d'une voix qui se veut désinvolte mais qui ne l'est absolument pas, as-tu réfléchi à ce que David a mentionné? J'ai posé le papier. Tu veux dire la partie où on me dit de quitter ma propre maison? Elle cligna des yeux, puis rit nerveusement. Ce n'est pas comme ça. Non. Elle croisa les bras. Nous pensons juste qu'il est temps de trouver quelque chose de plus adapté pour toi. Je veux dire, cette maison est grande. Il y a des escaliers. La plomberie est vieille. Et honnêtement, tu aurais plus de liberté dans un endroit conçu pour des personnes âgées. Je n'ai pas dit ça. Non, mais tu le pensais vraiment. Elle n'a pas répondu. J'ai juste siroté son verre et détourné le regard. J'ai attendu. Laissé le silence retomber comme de la poussière sur le comptoir. J'ai trouvé que cela met les gens plus mal à l'aise que les mots. Laura, qui n'est jamais du genre à gérer le calme, a continué. Il y a un endroit à Riverside Meadows, un campus charmant. De nombreux programmes et ils font le ménage. Vous pourrez simplement vous détendre. Se détendre. Comme si ma vie actuelle était une sorte de fardeau pour elle. J'ai pris une autre gorgée de thé. Vous avez fait des recherches. Nous nous soucions de votre bien-être. Non. Tu te soucies de l'espace. Elle se raidit. Ce n'est pas juste. Il ne faut pas non plus expulser quelqu'un parce qu'il ne correspond plus au plan. Laura a roulé des yeux, une habitude à laquelle je m'attendais. Vous rendez les choses difficiles. Je n'ai rien fait. Exactement. Elle plaça son verre dans l'évier et se dirigea vers le couloir en marmonnant. Nous essayons juste de faire en sorte que ça marche. Ne sois pas si dramatique. Dramatique. J'ai nettoyé le vomi de vos enfants sur cet étage à 2 heures du matin. Je voulais dire. J'ai préparé des gâteaux d'anniversaire que vous avez oublié de commander. J'ai payé la facture du vétérinaire lorsque votre chien a avalé ce jouet. Mais oui, je suis dramatique parce que j'aimerais ne pas être éloignée de la maison que j'ai construite. Elle est partie avant que je puisse en dire plus. Mais c'était peut-être pour le mieux. Je suis resté assis seul pendant un moment, finissant mon thé. Le papier restait intact. Les mots n'avaient plus de sens. La maison était à nouveau calme, mais pas paisible.
quand je me suis finalement levée, je ne suis pas montée à l'étage. Je suis sortie à la place. Le soleil était bas et l'air sentait l'herbe du matin. Je me tenais au bord de la cour, regardant le parterre de fleurs que j'entretenais autrefois tous les samedis. Il n'y a plus que la moitié des mauvaises herbes maintenant. Laura a dit qu'ils allaient refaire le jardin. Bien sûr qu'il l'était. Je suis rentrée et j'ai monté les escaliers lentement. Pas parce que je devais le faire. Mes genoux sont toujours en bon état. Mais parce que je voulais ressentir chaque pas. Cette maison, chaque craquement et gémissement, me parle encore. Cela me dit où Michael a renversé de la peinture, où David s'est gratté le coude en essayant de glisser le long de la balustrade, où je suis restée assis pendant des heures après avoir reçu un appel concernant le cancer de ma sœur. Cette maison a occupé toute ma vie. Et maintenant, je suis tenue à bout de bras en son sein. J'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis assis sur le lit. Ils pensent qu'ils me font une gentillesse en me donnant du temps, mais je le vois clairement maintenant. Ils sont déjà passés à autre chose. Ils attendent juste que je les rattrape et disparaisse. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas à cause de la douleur, même si mes articulations protestaient habituellement, mais à cause du silence. Un silence qui s'est glissé sous la porte, s'est infiltré dans mes pensées et s'est installé au creux de ma poitrine. C'est drôle, n'est-ce pas? Vous pouvez vivre au même endroit pendant des décennies et vous sentir soudain comme un invité. Les murs bougent. L'air s'épaissit. Même les planches du plancher ne reconnaissent plus votre pas à 5 heures du matin. J'ai renoncé à faire semblant de me reposer. Je me suis glissée hors du lit et j'ai enroulé le vieux pull de Michael autour de mes épaules. Le verre au coude usé. Ça sentait encore légèrement le cèdre. En bas, la maison dormait. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais chaque recoin, chaque craquement, chaque endroit où le sol s'affaissait légèrement. Dans la cuisine, j'avançais lentement. Bouilloire allumée. Mug dehors. J'ai coupé une demi-banane, saupoudré un peu de cannelle et me suis servi une tasse de thé. Rituel. Parfois, les rituels sont tout ce dont vous disposez lorsque votre place dans le monde est modifiée sans votre consentement. J'étais assis à la table de la cuisine, celle que Michael avait construite lorsque David était à la maternelle. Il y avait encore l'égratignure où David a laissé tomber un outil. Je me souviens avoir crié, puis ri, puis lui avoir repoussé les cheveux et lui avoir dit que ce n'était qu'une table. Il sourit, les dents écartées et fier. Cette table a survécu à l'homme qui l'a construite. Il a survécu au garçon qui s'y asseyait autrefois avec les doigts collants et rêvait de vaisseaux spatiaux. J'ai passé mes doigts sur le bois et j'ai pris une profonde inspiration. Ils veulent tout démolir, le démonter, le repeindre, le mettre en scène pour les invités. Ils veulent le nettoyer, le rendre prêt à photographier, transformer ma vie en une toile de fond neutre. Ils veulent que je parte pour pouvoir recommencer. Eh bien, qu'ils recommencent. Mais pas avec ma maison. J'ai fouillé dans le tiroir près du réfrigérateur et j'en ai sorti mon petit cahier, celui que j'utilisais pour les listes d'épicerie et les rappels. J'ai feuilleté une page blanche et j'ai commencé à écrire. Rendez-vous bancaire. Document de titre. Sandra, confirmez que l'acheteur est prêt. Commencez à emballer des livres. Organisez le stockage des souvenirs. Appelez l'assurance. Chaque ligne ressemblait à une brique posée. Pas dans un mur, dans une route. Une voie à suivre. Je n'ai pas pleuré. Pleurer était pour une autre version de moi. Celui qui attendait encore que les choses s'améliorent. Celui qui pensait que la patience méritait le respect. Cette version était terminée. Vers 18h30, j'ai entendu du mouvement à l'étage. Le bruit des pieds, le bruit de la plomberie. La voix de David était basse et coupée, probablement déjà en cours de travail. Laura fredonne toujours quand elle est contente d'elle. Je n'ai pas dit bonjour quand ils sont descendus. Je n'ai pas proposé de café. Je suis simplement sortie avec mon thé et j'ai fermé la porte derrière moi.
L'air était calme, le genre de matinée où tout semble en pause, comme si le monde respirait avant que quelque chose ne bouge. Je suis sortie vers le jardin. Les roses avaient disparu depuis longtemps, mais la terre en conservait toujours la forme. Je me suis agenouillée, j'ai posé une main sur le sol frais, humide, j'attendais. Je me suis alors rendu compte que je ne quittais pas simplement une maison. J'enterrais une version de moi-même. La mère qui a enduré tranquillement. L'assistant. Le donateur qui n'a jamais rien demandé en retour. L'espace réservé au confort des autres. Cette femme avait fait son travail. Il était désormais temps que quelqu'un d'autre émerge. De retour à l'intérieur, j'ai trouvé le petit coffre-fort et je l'ai posé sur la table. J'ai ouvert le code. 1967, l'année où nous avons emménagé. À l'intérieur, tout était bien rangé, intact mais prêt. Acte. Volonté. Portefeuille d'investissement. Les papiers de sortie de Michael de la Marine. Le plan d'étage original de la maison dessiné à la main. J'ai tout exposé avec soin. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Sandra. Encore tôt. Répondit-elle d'une voix groggy mais gentille. Je suis prêt, dis-je. Vous êtes sûr? J'en suis plus sûr que je ne l'ai été depuis longtemps. Il y eut une pause. Très bien, dit-elle. Alors mettons-nous au travail. Après l'appel, j'ai sorti un deuxième cahier, un rouge avec un dos fissuré. Je ne l'avais pas utilisé depuis des années. C'est là que je gardais des pensées qui ne cadraient nulle part ailleurs. Je me suis tournée vers une page vierge et j'ai écrit. Ils pensent que cette maison leur appartient maintenant. Que je ne suis qu'une note de bas de page. Un retrait en douceur. Mais ils ont oublié quelque chose d'important. J'étais ici avant eux. J'ai construit cela avec de la terre, des dettes et des jointures éraflées. Et je déciderai comment cela se terminera. Sandra est arrivée à 10 heures exactement, ponctuelle comme toujours. Elle se gara de l'autre côté de la rue, en prenant soin de ne pas attirer l'attention, et remonta l'allée comme un voisin passant prendre un café. Elle n'avait pas beaucoup changé. Elle avait toujours cette démarche rapide, ce carré gris bien rangé, l'habitude de lisser le devant de son blazer avant chaque conversation. Seuls ses yeux s'étaient adoucis avec l'âge. Pas plus ennuyeux, juste plus calme, du genre qui en avait assez vu pour savoir quand ne pas poser trop de questions. J'ai ouvert la porte avant qu'elle puisse frapper. Bonjour, dis-je. Elle m'a lancé un regard complice et m'a montré un dossier en cuir marron. Faisons ça correctement. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Laura avait pris la voiture pour son cours de gym. David était dans la pièce avec ses écouteurs, criant lors des visioconférences. La maison avait de l'espace pour parler tant que l'on restait en dessous du volume de leur vie. Sandra étala les documents. Évaluation préliminaire. Divulgation. Contrat d'agence. Son assistant n'était pas avec elle cette fois. Discrétion, a déclaré Sandra. Elle est jeune et douce, mais elle ne comprend pas encore le sens du mot. Géry. Bon instinct. Nous avons tout parcouru ligne par ligne. Le marché actuel est fort, a-t-elle déclaré. Le quartier, malgré ses changements, pesait toujours. La maison, bien que démodée, avait du caractère. Les acheteurs aimaient le caractère de nos jours. À quel genre d'acheteur pensez-vous? Elle a demandé. Quelqu'un qui a besoin d'un foyer, dis-je simplement. Pas un projet. Elle hocha la tête, prit une note. Pas de palme, alors. Pas de flipper. Pas de développeur. Pas de gens avec des presse-papiers qui parlent d'abattre les murs avant même d'avoir franchi la porte d'entrée. Elle sourit. Compris. Nous avons parlé de délai. Je lui ai dit que j'étais prêt à aller vite, pas précipité, mais pas lent non plus. Elle m'a demandé où j'irais et je lui ai répondu, pas loin. Un petit cottage à 2 villes de là. Près de la bibliothèque et de la coopérative.
Un endroit que j'avais visité une fois avec Michael lorsque nous rêvions de retraite avant que le mot ne signifie capitulation. Je n'avais encore rien signé, mais la place était encore disponible. Sandra a proposé de passer un appel lorsque nous aurions terminé. Nous avons fait une pause lorsque David est entré dans la cuisine pour chercher plus de café. Il vit Sandra et lui fit un signe de tête polie. « Oh, Sandra, n'est-ce pas ? De l'église. Je ne savais pas que vous étiez restés en contact. » « Je me rattrape juste, dit-elle doucement. Maman, je serai en réunion la majeure partie de l'après-midi, dit-il en se détournant déjà. D'accord. Il n'a pas demandé ce que nous faisions. Je n'ai pas remarqué les journaux. Je viens de sortir, téléphone à la main, déjà au milieu d'une phrase avec quelqu'un de plus important. Sandra le regarda partir et haussa un sourcil. Est-ce qu'il le sait? Non. Tu comptes lui dire un jour. Elle hésita. Il va être surpris. J'ai croisé son regard. Laissez-le tranquille. J'ai passé des années à donner un préavis. Rien de tout cela n'a été entendu. Nous avons signé le contrat de référencement. J'ai paraphé chaque page avec soin. Sandra a fait des copies et a tout remis dans son dossier, propre comme du linge d'église. Je vais commencer à montrer tranquillement, dit-elle. Pas de panneaux, pas de publicité, juste des contacts directs. J'en ai quelques-uns, plus âgés, à la retraite, qui cherchent à réduire leurs effectifs. Ils apprécieraient cet endroit pour ce qu'il est. Bien. Et lorsque des offres arriveront, vous serez le premier informé. Elle se leva et rassembla ses affaires. Ça va? Elle a demandé. Plus que. Nous nous sommes embrassés brièvement. Juste assez. Alors qu'elle se tournait pour partir, j'ai dit, Sandra. Elle s'est arrêtée. Oui. Si tout se passe bien, je pourrais vous demander de m'aider avec le nouvel endroit. Elle sourit. Ce serait un honneur. Après son départ, je me suis tenue à la fenêtre d'entrée et je l'ai regardé partir. La maison était à nouveau calme, mais cette fois c'était un autre type de calme. Pas le genre qui me faisait me sentir invisible, le genre qui signalait que quelque chose commençait. Un nouveau moteur bourdonne sous le silence. Le jour où le premier acheteur est arrivé, j'ai fait du pain aux bananes. Pas parce que j'essayais d'impressionner qui que ce soit, j'ai dépassé ça. Mais parce que l'odeur m'a rappelé qu'il s'agissait d'une maison, pas d'une transaction. Si quelqu'un ne ressentait pas cela, il n'était pas le bon acheteur. Sandra est arrivée 10 minutes plus tôt que prévu. Elle portait une veste bleu marine, son uniforme sérieux mais accessible, et avait ce dossier en cuir sous le bras, comme toujours. Juste un couple aujourd'hui, dit-elle. Pas de pression. Ils ne sont pas pressés, et ils sont habitués aux vieilles maisons. J'ai hoché la tête. Voyons s'ils le méritent. Le couple avait la fin de la cinquantaine, peut-être le début de la soixantaine. Grace et Thomas. Elle avait des cheveux méchés d'argent et des yeux doux. Ils portaient des chaussures confortables et n'essayaient pas de les cacher. Je les ai aimés immédiatement rien que pour ça. Ils n'ont pas parlé de démolir les murs. Ils ont posé des questions sur l'exposition au soleil, les coins où il y avait des courants d'air et si le porche recevait la lumière du matin. Grace passa lentement sa main le long de la rampe de l'escalier, non pas pour vérifier s'il y avait de la poussière, mais parce qu'elle pouvait dire qu'elle avait été touchée par des années de main. Thomas s'attarda dans le jardin, demanda si le pêcher portait encore des fruits. Je lui ai dit que oui, mais ce n'était plus doux. Ils dépassent rarement un certain âge, a-t-il déclaré. Mais ils fleurissent toujours. Cela a failli m'anéantir. À l'intérieur, j'ai servi du thé et des tranches de pain aux bananes dans les assiettes bleues que j'avais réservées pour les vacances. Nous étions assis dans le salon, non pas en tant que vendeur et acheteur, mais en tant que personne. Grace s'est tournée vers moi à un moment donné. Tu as dû aimer cette maison. Je n'ai pas fait semblant.
Je l'ai fait. Je le fais toujours. Elle hocha la tête. Alors pourquoi vendez-vous? Cette question m'aurait dérangé il y a un mois. Pas maintenant. Parce que c'est le mien, dis-je. Et j'aimerais que cela aille à quelqu'un qui comprend cela. Ils n'ont pas insisté. Je n'ai pas cherché à trouver le drame familial caché sous les tapis. J'ai simplement hoché la tête avec le respect discret des gens qui avaient leur propre histoire. Après leur départ, Sandra s'est tournée vers moi avec un petit sourire. Ils veulent faire une offre. C'est une demande complète. J'ai haussé un sourcil. Déjà. Ils ont dit que la maison avait l'impression de les attendre. Je n'ai rien dit. Je regardais juste le mur où la photo de Michael était accrochée. Le clou était toujours là. Je ne l'avais pas encore démonté. Attendons un jour ou deux, dis-je finalement. Assurez-vous que c'est le bon. Sandra hocha la tête. Bien sûr. Mais je le savais déjà. Je le savais depuis que Grace avait passé sa main sur la rampe de l'escalier point au cours des jours suivants. Sandra a répondu à 2 autres demandes, toutes 2 émanant de jeunes acheteurs. On voulait le retourner. L'autre voulait le vider et installer des fenêtres du sol au plafond. Non, dis-je. Elle n'a pas discuté. Pendant ce temps, j'ai commencé à trier. Je ne l'ai pas dit à David. Pas encore. Lui et Laura étaient trop occupés à commander des meubles pour la rénovation dont je n'étais pas censée être au courant. Ils avaient supposé que je partirais tranquillement, que j'accepterais une brochure, que j'allais faire un tour des unités pour personnes âgées peintes au pastel et que je disparaîtrais avec un panier de remerciements et un trajet prépayé. Ils ne savaient pas que j'orchestrais complètement autre chose. Sandra a appelé le lundi suivant. Ils sont prêts à formaliser l'offre. Ils ont renoncé aux inspections. J'ai souri. Ils le veulent vraiment. Ils le font. Mais ils ont une demande. Qu'est-ce que c'est? Ils aimeraient vous revoir correctement avant de finaliser. Pas seulement en tant que vendeur, mais aussi, enfin, en tant que vous. Cela m'a fait réfléchir. Dans ce monde, les gens ne demandent pas de conversation. Ils veulent des clés et des superficies en pieds carrés, pas les empreintes digitales derrière le papier peint. Mais Grace et Thomas n'étaient pas du genre à se précipiter. Dites-leur que je vais préparer quelque chose. Ce mercredi-là, nous nous sommes de nouveau assis à la même table de cuisine. J'ai servi du cordonnier aux pêches, amer mais tiède. Le genre qui avait besoin de glace à la vanille pour l'équilibrer, même si je n'en avais plus. Cela ne les dérangeait pas. Ils ont apporté les leurs. Grace jeta un long regard autour d'elle après le dessert. Nous nous en occuperons, dit-elle doucement. Le jardin. Le porche. Même l'escalier qui grince. Nous ne le démonterons pas. Nous n'essayons pas de le changer. Nous voulons juste y vivre. Je les ai crus. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assis avec Sandra près de la fenêtre. Je veux 2 conditions dans l'accord, dis-je. Elle haussa un sourcil. Premièrement, ils ne peuvent pas entreprendre de démolition majeure avant 1 an. Pas de mur, pas de sol, pas d'éviscération, juste vivre. Elle hocha la tête, griffonnant des notes. Deuxièmement, je veux passer une dernière matinée ici après la fermeture. Seule. Sandra m'a regardé longuement, puis m'a dit doucement, je vais m'en assurer. C'est étrange ce dont tes mains se souviennent. La courbe d'une tasse de thé. Le grincement d'un tiroir. La façon dont la signature de Michael s'estompait à la fin, comme s'il était toujours pressé mais ne voulait pas être impoli. Mes mains se sont souvenues de ces choses cette semaine alors que je sortais des dossiers, signais des formulaires et regardais 30 ans de paperasse passer entre mes doigts comme de l'eau. La vente avançait plus vite que prévu. Sandra était efficace comme ça. Et maintenant, il était temps de le rendre officiel. Les acheteurs avaient signé. La banque était prête.
Il ne me restait plus qu'à prendre la plume et à dénouer le nœud qui tenait cette maison à mon nom depuis 1974. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Mais au moment où je me suis assis dans ce bureau trop froid avec un stylo qui avait l'air trop brillant pour quelque chose d'aussi final, les larmes avaient séché avant de commencer. L'agent de fermeture, une jeune femme polie nommée Amy, m'a expliqué chaque ligne. Signez ici. Et ici. Cette initiale signifie que vous acceptez de quitter avant. Je sais ce que ça veut dire. Elle cligna des yeux. Oui, madame. Je ne voulais pas paraître brusque. Je voulais juste que ce soit fait. Des coupes rapides, pas lentes. J'ai tout signé. Lorsqu'elle fit glisser le dernier drap vers moi, elle fit une pause. Cette page confirme les instructions de virement bancaire. Vous recevrez les fonds ici. Elle a montré le compte que j'avais ouvert il y a des années. Le même que David ignorait. Le même que j'avais gardé à l'écart non pas par secret, mais par survie. Oui, dis-je. Mais je vais en transférer la majeure partie dans une fiducie pour moi-même. Puis, après un temps, et quelqu'un qui me voit encore. Elle hocha la tête, sans pousser. J'ai juste tapé quelque chose sur son ordinateur et j'ai cliqué pour sortir de mon historique. Au moment où j'ai quitté le bureau, les documents étaient déjà en route vers les acheteurs. En moins de 72 heures, ce serait chose faite. La maison ne m'appartiendrait plus. Ou celui de David. Ou celui de Laura. Il appartiendrait aux personnes ayant demandé la permission avant de toucher les escaliers. Je suis allé directement à la banque. Rachel travaillait, la directrice de succursale qui m'avait aidé à refinancer lorsque Michael était encore en vie. Elle avait vieilli, mais elle portait toujours les mêmes lunettes à monture rouge et le même rouge à lèvres qui indiquait qu'elle n'était pas prête à y aller tranquillement. « Madame Ross », dit-elle en se levant pour me saluer. « Nous avons reçu la notification ce matin. Félicitations. » Je me suis assis en face de son bureau. Je dois créer une fiducie vivante. Tranquillement. Elle n'a pas cligné des yeux. Quel degré de discrétion. Assez pour que personne ne puisse devenir curieux sans mon accord. Elle hocha la tête. Nous pouvons le faire. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les formulaires, les protections et les options. Je me suis désignée comme principale bénéficiaire et fiduciaire. Puis j'ai ajouté un prénom secondaire, Sophie. Ma petite fille. La seule personne dans cette maison qui me demandait encore si j'avais mangé. Le seul à avoir pensé à frapper avant d'entrer dans ma chambre. La seule à avoir jamais dit « Grand-mère, ça va ?» Et je le pensais. Rachel a tout examiné et a glissé les papiers. « Il faudra que tu lui dises un jour, dit-elle doucement. Je le ferai. Mais pas maintenant. Laisse-moi quitter cette vie avant de lui remettre la clé de la suivante. » Rachel hocha la tête. Compris. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la quincaillerie. J'ai acheté 3 boîtes, 2 rouleaux de ruban adhésif et un marqueur noir épais. Ce soir-là, pendant que David et Laura étaient dehors dîner avec des clients ou quelle que soit l'excuse qu'ils avaient invoquée, j'ai commencé à faire mes valises. Pas tout. Pas encore. Juste les parties qui comptaient. Le journal de pêche de Michael. Mes fiches recettes. La couette de ma mère. Une photo de David quand il était encore à moi 5 ans, sans dents, serrant ma jambe comme si j'étais le monde entier. Je l'ai soigneusement emballé et étiqueté la boîte. Conservé. Fragile. Tout comme moi. Il y a un son que seules les pièces vides font. Une sorte d'écho. Pas bruyant, pas aigu, mais doux et creux comme le souffle d'une église après le départ de tout le monde. Je l'ai entendu pour la première fois depuis des années lorsque j'ai enlevé les rideaux de la chambre d'amis. La poussière flottait sous le soleil de fin d'après-midi et je suis restée là un long moment, à la regarder se déposer. J'avais oublié cette lumière, dorée, silencieuse, celle qui donne l'impression que tout fait partie d'un souvenir.
Le placard était déjà vide. J'avais emballé le peu que je voulais il y a quelques jours. Une valise. 2 cartons. Tout le reste, les choses que je pensais transmettre un jour. Soit j'avais fait un don, soit je les avais laissées en pile près de la porte avec la mention « gratuit ». David ne les manquerait pas. Laura ne le ferait certainement pas. Je me déplaçais lentement dans la maison, pièce par pièce, fermant les tiroirs, essuyant les étagères. Chaque espace contenait une histoire que je n'avais pas la force de raconter. Le couloir arborait toujours la courbe de croissance que j'avais dessinée au crayon quand David était petit. J'ai passé mes doigts sur les marques. 37, 6 ans. 42, 8 ans. Et puis brusquement, les lignes se sont arrêtées. Il avait refusé que je le mesure après ça. J'ai dit que c'était enfantin. Je ne les ai jamais effacés. Pas même lorsque Laura a peint le mur en beige. Le salon était le suivant. J'avais déjà pris les photos. La seule qui me restait était la photo de Michael au-dessus de la cheminée. Ses yeux me suivirent dans la pièce comme s'il avait toujours quelque chose de gentil à dire mais qu'il ne voulait pas m'interrompre. J'ai presque fini, lui murmurai-je. La cuisine était la dernière. Je restais là en silence, écoutant le léger bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale. J'ai essuyé les comptoirs, redressé les chaises et finalement, enfin, me suis tourné vers la table. J'y ai placé une seule enveloppe. Le nom de David écrit à l'encre. Mon écriture est toujours stable. Point à l'intérieur. Juste 2 choses. Les coordonnées de Sandra. Et une copie du compromis de vente. Déjà signé. Déjà déposé. Déjà financé. Je n'ai pas laissé de message. Je ne lui devais aucune explication. Pas après des années de licenciements silencieux, de lentes poussées vers la porte déguisée en gentillesse. Laissez-le lire les documents. Qu'il ressente, pour une fois, ce que signifie être exclu. J'ai récupéré mes sacs et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Mon taxi attendait sur le trottoir, moteur bas, chauffeur appuyé contre le capot avec un air ennuyé. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. La maison semblait plus petite maintenant. Pas seulement vide, mais complet. Comme un livre dont la dernière page est écrite. Je suis sortie et j'ai fermé la porte derrière moi, la verrouillant une dernière fois. Les clés, toutes les 3, je les ai glissées dans la fente aux lettres. Laissez-les les trouver de cette façon. Lorsque le taxi s'est éloigné, je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Certaines choses méritent vos yeux. D'autres non. Le taxi m'a déposé dans une petite auberge juste à côté de la route 18. Rien d'extraordinaire. 2 étages, un parking fissuré et une réception tenue par une femme qui ne posait pas de questions. C'est ce dont j'avais besoin. Un endroit pour être invisible pendant 2 jours pendant que tout bougeait derrière moi. Je me suis enregistrée sous mon nom de jeune fille. Vieille habitude. Michael plaisantait en disant que Margaret Grant ressemblait à une bibliothécaire qui connaissait les secrets de chacun. J'ai aimé cette version de moi-même. Je le fais toujours. Ma chambre était simple. Un lit. Un bureau. Une télévision avec une mauvaise réception. Et des rideaux couleur thé faible. Je n'ai pas déballé. Il suffit de poser la valise dans un coin et de placer mon téléphone sur la table de nuit, écran baissé. La première nuit, j'ai dormi 10 heures. Une sorte de sommeil profond et sans rêve, celui que l'on ne ressent que lorsque quelque chose de lourd a finalement été posé. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au restaurant de l'autre côté de la rue. J'ai commandé des crêpes et du café. La serveuse, une fille aux yeux fatigués et au vernis écaillé, n'essaya pas de discuter. Je viens de remplir ma tasse sans qu'on me le demande. Gentillesse. Le genre tranquille. À midi, Sandra a appelé. C'est fait, dit-elle. Les fonds ont été débloqués. Les papiers ont été enregistrés. J'ai laissé cela pénétrer. J'ai regardé par la fenêtre la rue, les voitures,
les gens qui passaient sans aucune idée de ce qui venait de se passer. Et les clés? J'ai demandé. Livrées ce matin. Je leur ai donné la lettre que vous avez laissée. L'ont-ils lue? Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont juste souri. J'ai fermé les yeux. Pendant un moment, je n'ai rien dit. Je vais virer le reste sur votre compte en fiducie aujourd'hui, a-t-elle ajouté. Le reste est à vous, vous en faites ce que vous voulez. J'ai hoché la tête. Merci, Sandra. Tu es sûre que tu ne veux pas être là quand il le verra? Non, dis-je. Laissez-le trouver la même chose qu'il m'a trouvé. Trop tard. Nous avons mis fin à l'appel. J'ai laissé un pourboire généreux et je suis retournée dans la chambre. Le vent d'octobre me traversait les manches, mais cela ne me dérangeait pas. J'étais plus léger maintenant. J'étais libre. À 15h14, mon téléphone sonne. David. Je n'ai pas répondu. À 15h17, il a rappelé. Là encore. Vers 15h22, les messages ont commencé. Maman, où es-tu? Pourquoi y a-t-il une pancarte de vente devant la maison? Que se passe-t-il? Appelez-moi maintenant. Alors Laura. Est-ce une blague? Dis-moi que c'est une blague. Pourquoi ferais-tu ça? Nous avions des projets. J'ai ri de celui-là. Plan. J'ai passé 30 ans à m'adapter à leurs projets. Autour de leurs besoins. Leurs humeurs. Leur calendrier. J'étais la musique de fond de leur vie, censée jouer au bon moment, mais jamais trop fort. Eh bien, la musique s'était arrêtée. À 16h06, David a envoyé le message le plus long à ce jour. Maman, je ne comprends pas. Pourquoi voudriez-vous vendre la maison sans nous le dire? Nous allions la rénover, la rendre à nouveau agréable. Vous auriez pu vivre là-bas avec nous. Nous essayions de vous aider. Vous nous avez mis dans une position vraiment difficile. Les enfants sont confus. Laura est furieuse. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons régler ça. Je l'ai lu 2 fois. Pas une seule fois il ne m'a demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il n'a dit « Je suis désolé ». Seulement, vous nous avez mis dans une position difficile. Non, mon fils. Vous avez fait ça tout seul. Ce soir-là, je me suis servi un verre de vin d'une bouteille que j'avais achetée en 1998 et que je n'avais jamais ouverte. Je l'avais mis dans la valise, sachant que cela me serait utile. Je l'ai siroté lentement, regardant le soleil disparaître derrière la vieille station-service de l'autre côté de la rue. Peu importe que la vue ne soit pas parfaite. C'était le mien. Je n'attendais plus que quelqu'un remarque que j'étais malheureux. J'avais pris mon malheur et l'avais transformé en mouvement. En action. Dans des limites qu'il n'aurait jamais pensé que je tracerais. À 19h, j'ai éteint mon téléphone. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'en avais fini. Je suis revenu un mardi. Le nouvel endroit n'était pas encore prêt, mais il ne me fallut pas longtemps, juste un matin, comme je l'avais demandé, pour lui dire au revoir selon mes propres conditions. Grace et Thomas avaient gracieusement accepté par l'intermédiaire de Sandra de laisser la porte ouverte jusqu'à midi. Je suis arrivé juste après l'aube, marchant sur le chemin comme un invité de ma propre histoire. Le jardin était toujours là, en lambeaux mais patient. Le péché est nu mais indifférent. La lumière au-dessus du porche vacillait légèrement, une ampoule que j'avais l'intention de changer depuis des années. À l'intérieur, l'air avait changé. Pas froid. Juste différent. Les meubles avaient disparu. Les échos étaient de retour. Je restai longtemps sur le pas de la porte, laissant le calme m'envelopper. Je ne savais pas qu'il serait là. David. Il était assis par terre dans le salon, mon salon, les jambes mal pliées, les bras posés sur ses genoux comme un garçon en difficulté. Il a levé les yeux lorsque je suis entrée. Son visage était pâle,
dessinée de cette façon particulière que les hommes ont lorsqu'ils n'ont pas dormi et veulent toujours prétendre qu'ils ont le contrôle. Maman. Je n'ai pas répondu. Il se leva trop vite, comme s'il réalisait à quel point il paraissait petit vu du sol. Vous l'avez vendu, dit-il. Sans nous le dire. Ce n'était pas à toi de le savoir. Il ouvrit la bouche. Je l'ai fermée. J'ai réessayé. Tu aurais pu dire quelque chose. Donne-nous une chance de. Pourquoi? Me convaincre de rester tranquille encore un peu? Faire les cartons avec le sourire. Nous aurions pu trouver une solution. Non, dis-je. Tu m'aurais compris. Comme une équation. Un obstacle de plus entre ton ambition et tes sols parfaits. Il avait l'air blessé. Cela me piquait non pas parce que je le plaignais, mais parce que j'avais élevé un homme qui ne comprenait toujours pas le poids du licenciement. As-tu une idée de ce que ça fait? Dit-il en se rapprochant. Rentrer à la maison et découvrir que tout a disparu. Je l'ai regardé. Je fais. Il s'est figé. Je laisse les mots pendre là, immobiles et précis. Je sais ce que c'est que d'entrer dans une pièce qui était autrefois la mienne et de se sentir comme un étranger, ai-je continué. Qu'on me dise gentiment mais clairement que je n'ai plus ma place. Ce n'est pas ce que nous voulions dire, dit-il rapidement. C'est juste que, les choses étaient serrées. Nous essayons de faire en sorte que ça marche. Travailler pour qui? Il n'a pas répondu. Je t'ai élevé dans cette maison, dis-je. Je l'ai fait fonctionner avec des coupons, des heures supplémentaires et des choses que ton père n'a jamais vues. Je suis resté éveillé la nuit à coudre des costumes, à te conduire à l'entraînement, à réchauffer de la soupe pendant que tu boudais. Et puis, quand c'était à ton tour d'offrir de l'espace, tu m'as proposé une sortie. Les épaules de David tombèrent. Ses yeux semblaient humides, mais il ne laissa pas couler ses larmes. Pas encore. La fierté est une chose têtue. Vous nous avez pris au dépourvu, dit-il, plus doucement maintenant. Laura est furieuse. J'ai souri. Bien sûr qu'elle l'est. Il prit une profonde inspiration. Et maintenant? Tu es juste parti? Tu parais quoi, recommencer? Je recommence, corrigez-je. Pas fini. J'apporte avec moi tout ce qui compte. Mais cette maison, cet endroit qui abritait autrefois l'amour et est devenu froid, je ne traîne pas ça avec moi. Encore du silence. Il détourna le regard. J'ai regardé la fenêtre. Le plafond. N'importe où sauf moi. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, dit-il. Tu ne voulais rien dire, répondis-je. Et c'est ça le problème. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Je suis passé devant lui, lentement et délibérément, et suis entré une dernière fois dans la cuisine. J'ai passé ma main sur le comptoir. Je pouvais encore sentir la chaleur des tartes, le caractère collant du jus renversé, le poids des coudes penchés lors de longues discussions. La table avait disparu, mais les empreintes dans le sol restaient. David est resté dans l'embrasure de la porte, m'observant. Je ne sais pas quoi dire, a-t-il déclaré. Alors ne dis rien. Il cligna des yeux. N'oubliez pas, ajoutai-je en me tournant vers lui. Je suis parti avec grâce. Vous ne m'avez pas laissé le choix. Mais j'ai pris le mien. Je suis passé devant lui sans attendre de réponse. Par la porte. En bas du chemin. Il n'a pas suivi. Et je ne me suis pas retourné. Quand j'ai quitté la maison ce jour-là, j'ai pensé que ce serait tout. Que le chapitre était clos et que je pouvais m'éloigner sans que l'écho me suive. Mais le silence a tendance à vous suivre. Chuchotant dans tes pas. S'installer dans vos os. David n'a pas appelé pendant 3 jours. Laura non plus. Je m'attendais à de la colère, peut-être à de la culpabilité, mais le calme était plus lourd que l'un ou l'autre. Je n'ai pas souvent vérifié mon téléphone. Je n'en avais pas besoin. Je savais à quoi il pensait. Ce silence me punirait.
La façon dont les gens deviennent froids quand ils perdent le contrôle. J'ai passé ces premiers jours dans une location meublée. Petit mais propre. Le genre d'endroit fait pour les transitions. Pas habité, juste emprunté. Une bouilloire. Un lit. Une lampe qui vacillait si on touchait trop fort le cordon. Paisible dans son vide. Pour la première fois depuis des années, je pouvais entendre mes propres pensées sans que quelqu'un ne soupire dans la pièce voisine. J'ai pensé au jour où Michael et moi avons ramené David de l'hôpital. Comment nous n'avions même pas de berceau. Il dormait dans un tiroir recouvert de couvertures. Comme il était petit. Comment ses doigts s'enroulèrent autour de mon pouce comme si c'était la seule chose qui le retenait sur terre. Je me demandais quand cette emprise s'était relâchée. Le 4e soir, mon téléphone a de nouveau sonné. David. Je n'ai pas répondu. Puis un autre appel. Puis un texte. S'il te plaît. J'ai besoin de parler. Je l'ai laissé attendre. Non pas pour être cruel, mais parce que je le pouvais enfin. Quand j'ai décroché, c'était le matin. La lumière était douce. Gentille. Le genre de lumière qui pardonne les rides. Maman, dit-il d'une voix rauque. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai hésité. Pourquoi? C'est juste que, je ne comprends pas. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? Cela m'a fait sursauter un petit rire. Confiance. J'ai dit. David, tu m'as demandé de quitter ma propre maison. Il soupira comme un homme qui voudrait réécrire un scénario déjà joué. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Il est resté silencieux. Je pouvais entendre la circulation en arrière-plan. Le bruit de ses pas. Puis, doucement, je voulais juste améliorer les choses pour toi. Pas pour moi. Une autre pause. Puis, je suis passé aujourd'hui. Les nouveaux propriétaires m'ont laissé entrer une minute. Ils ont dit que vous étiez passé ce matin-là. Je l'ai fait. C'est différent maintenant. Cela devrait. Il expira en tremblant. On ne se sent pas comme à la maison. Non, dis-je. Parce que ce n'est pas le cas. C'était la première fois qu'il ne discutait pas. Il n'a pas raccroché non plus. Nous sommes restés assis là, séparés par la distance et des années d'incompréhension. Le silence entre nous épais, mais vivant. Pas cruel cette fois, juste honnête. Finalement, j'ai dit, tu as construit ta vie en ayant plus, David. Plus de chambres. Plus de projets. Plus de raisons. J'ai passé la mienne à essayer de tout donner. Je ne le regrette pas. Mais il arrive un moment où donner cesse d'être de l'amour et commence à être un effacement. Il n'a pas parlé. Je pouvais dire qu'il avait du mal à avaler. Tu n'es pas obligé de comprendre, ai-je continué. N'oubliez pas que parfois le silence n'est pas une punition. C'est la paix. Il y eut une longue pause. Puis, très doucement, il dit, « Papa me manque. Je sais. Je pense qu'il serait en colère contre moi. Il serait déçu, dis-je. Mais seulement parce qu'il attendait plus de toi. » Un autre souffle. Une autre pause. Est-ce que tu me détestes? La question m'a surpris. Non, dis-je. Je ne pourrais jamais te détester. Mais j'avais besoin que tu me revoies. Pas comme un problème à résoudre, mais en tant que personne. Parfois, il faut perdre quelque chose pour ouvrir les yeux. Il murmura quelque chose. Peut-être je suis désolé. Peut-être je t'aime. Je ne pouvais pas le dire. Et je ne lui ai pas demandé de le répéter. Lorsque la ligne a été coupée, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la rue en contrebas. Un promeneur de chiens est passé. Un garçon sur un scooter. La vie avance. Le silence qui suivit n'était pas pesant cette fois. C'était propre. C'était mérité. Et pour la première fois depuis longtemps,
J'ai réalisé que je ne ressentais pas de solitude. C'était l'espace. Le nouveau cottage était plus petit que dans mes souvenirs. Quand Michael et moi l'avons vu pour la première fois, nous avons plaisanté en disant que nous devions réduire la taille de nos souvenirs pour les intégrer. Mais maintenant, debout sur le pas de la porte avec 2 cartons et une valise, c'était parfait, comme l'intérieur d'un gant bien usé. Pas d'escalier. Pas de coin courant d'air. Juste une lumière douce, des murs calmes et suffisamment d'espace pour respirer sans m'excuser de l'air que j'ai pris. Le propriétaire était gentil. Il était infirmier à la retraite. Elle m'a remis les clés avec un sourire et m'a dit « Prends ton temps pour t'installer. Cet endroit a besoin de quelqu'un comme toi. » Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, mais j'ai choisi de croire que c'était quelque chose de bien. J'ai déballé lentement. Pas par fatigue, mais par intention. Chaque objet que j'ai placé était une déclaration. Je suis toujours là. Pas dans l'ombre. Pas comme espace réservé. Ici, au centre de ma propre histoire. La couette recouvrait le dossier de la chaise. La tasse à thé ébréchée, celle que David avait peinte quand il avait 5 ans, était posée près de l'évier. La veste de Michael était accrochée au porte-manteau. La photo de moi tenant David, mon nouveau-né, est restée dans le tiroir. Pas par honte, mais par souci d'intimité. À la fin de la première semaine, l'espace commençait à me ressembler. Je suis allée à la coopérative mercredi. La fille à la caisse a souri sans me presser. Jeudi, je me suis inscrit à un cercle de lecture à la bibliothèque. Non pas parce que je voulais parler, mais parce que je voulais écouter. C'était étrange de construire quelque chose pour moi-même sans demander la permission. Étrange et beau. David est venu le 10e jour. Il a appelé le premier. J'ai apprécié cela. C'était la première petite chose qu'il réussissait depuis longtemps. À son arrivée, il a apporté des tulipes jaunes, comme celles que je plantais le long du mur sud de la maison. Il se tenait maladroitement à la porte, ne sachant pas s'il devait me serrer dans ses bras ou simplement me dire bonjour. Je ne l'ai pas aidé à décider. J'ai fait du thé. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine, les genoux cognant sous le bois étroit. Je voulais te voir, dit-il. Vous cherchez. Il hocha la tête, embarrassé. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai attendu. Il déglutit. Je ne savais pas combien d'espace je prenais jusqu'à ce que tu partes. Vous ne l'avez pas considéré comme un espace, dis-je. Vous l'avez considéré comme un héritage. Il ne l'a pas nié. Il a juste regardé ses mains. Je pensais que j'aidais, a-t-il déclaré. T'offrir du réconfort. Un plan. Mais je pense que ce que je faisais en réalité, c'était m'ouvrir la voie. Tu l'étais. Il hocha lentement la tête. J'avais oublié que tu marchais toujours seul. Cela nous a fait taire tous les deux pendant un moment. Puis il a dit quelque chose que je n'avais pas entendu de lui depuis des années. J'ai eu tort. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et pendant un instant, j'ai revu le garçon. Pas l'homme qui prenait les décisions en salle de réunion avec le nom de sa mère dans les marges, mais le garçon qui s'endormait sur ma poitrine pendant que je fredonnais de vieux hymnes. Merci d'avoir dit ça, dis-je. Il leva les yeux. Je n'ai pas besoin que tu le répares, ai-je ajouté. J'avais juste besoin que tu le voies. Il hocha la tête. Je le vois maintenant. Il se releva peu de temps après. Je ne lui ai pas demandé de rester. Il n'a pas demandé s'il le pouvait. À la porte, il hésita. Tu manques à Sophie. Mon souffle s'est arrêté juste pendant une seconde. Elle n'arrête pas de demander quand elle pourra lui rendre visite. Elle le peut, dis-je. À tout moment. Il sourit réel cette fois, et partit avec plus de calme qu'il n'était entré. Quand la porte s'est fermée, je n'ai pas pleuré. Je restais là, les mains enroulées autour d'une tasse chaude, laissant le silence remplir la pièce comme la lumière à travers des rideaux de lin. Plus tard dans la soirée,
J'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti l'enveloppe portant son nom. Sophie. J'avais écrit une lettre il y a des semaines. Pliée soigneusement avec les documents de fiducie. Pas pour l'instant. Pour plus tard, une façon de lui dire. Quand quelqu'un te voit, tu ne disparais pas. Vous commencez. Il est facile de penser que lorsque vous quittez un endroit, il cesse de faire partie de vous. Mais ce n'est pas le cas. Il voyage avec vous. Pas dans les meubles, ni dans les cartons, ni dans les albums photos, mais dans le poids de la façon dont on ouvre une porte. De la façon dont vos mains atteignent un interrupteur qui n'est plus là. Dans le silence entre les pas où la mémoire remplit le sol de fantômes qui n'ont jamais voulu faire de mal mais sont restés trop longtemps. Je l'ai ressenti hier lorsque j'ai plié le linge dans le nouveau chalet. L'instinct de trier les serviettes en 3 piles au lieu d'une. Un pour moi. Un pour David et Laura. Un pour les enfants lorsqu'ils restaient chez nous. Il n'y a aucune raison de faire ça maintenant. Et pourtant, mes mains bougeaient automatiquement. Il faut du temps pour désapprendre les vieux schémas. Ce soir-là, je me suis assis sur le petit porche avec une couverture autour des jambes, regardant le vent jouer avec les hortensias mourant près de la clôture. Une voisine lui a fait signe en rentrant chez elle. Je ne connaissais pas son nom, mais ce geste suffisait. À l'intérieur, la radio diffusait du soft jazz. Je le laisse bourdonner en arrière-plan pendant que je lis, non pas pour distraire, mais pour accompagner. La solitude et la solitude ne sont pas la même chose. J'ai réalisé que je suis seule maintenant, oui, mais je ne suis pas perdue. David appelle tous les quelques jours. Appel court, mais plus silencieux. Moins défensif. Il me demande si je mange bien, si j'ai besoin de quelque chose. Il prononce toujours mon nom maintenant, pas seulement « maman », mais « maman, tu es sûre ?» Et « maman », je pensais, comme s'il comprenait enfin que j'existais en dehors de son emploi du temps. Nous ne parlons pas de la maison. Nous ne parlons pas de la vente. Ce chapitre est clos et il est assez sage pour ne pas essayer de le rouvrir. Laura n'a pas appelé. Je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. C'est d'accord. Toutes les fins n'ont pas besoin d'applaudissements. Sophie est venue le week-end dernier. Elle m'a apporté un dessin qu'elle avait fait. Notre vieille maison avec le grand arbre devant et moi debout sur le porche avec une tarte à la main et un chat à mes pieds. Nous n'avons jamais eu de chat, mais je ne l'ai pas corrigé. Vos crêpes me manquent, dit-elle. Vous les recevrez demain, promis-je. Nous avons cuisiné ensemble le lendemain matin. Elle porte un de mes tabliers, les manches retroussées comme si elle était sur le point de subir une intervention chirurgicale. Elle a cassé les œufs trop fort, a renversé le lait et a souri avec un sourire édenté qui a fait fleurir quelque chose dans ma poitrine. Après le petit déjeuner, nous nous sommes assis par terre avec un album photo. C'est papa, a-t-elle demandé en désignant une photo de David au lycée. C'est vrai. Il portait la même veste tous les jours. Elle avait l'air étonnée. Il avait des cheveux. Nous avons ri. Puis, tout à coup, elle redevint sérieuse. Pourquoi tu ne vis plus avec nous? La question est venue comme un caillou dans le calme, petite, mais ondulante. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu aussi honnêtement que possible. Parce que parfois, quand les gens ne vous voient plus clairement, vous devez vous éloigner pour qu'ils se souviennent de ce qui leur manque. Elle fronça les sourcils, réfléchissant. Est-ce que ça a marché? J'ai souri. Demande à ton père. Ce soir-là, après son retour à la maison, je me suis assis avec l'album toujours ouvert sur mes genoux. Le passé ne semblait plus lourd, juste plein. Comme un grenier que tu aurais enfin aménagé. Tout est toujours là, mais plus au-dessus de vous. J'ai regardé une photo de Michael debout dans la cour avec un marteau à la main, la charpente de la maison derrière lui, à moitié construite, pleine de rêves. Nous n'avions rien à l'époque. Aucun plan. Pas de filet de sécurité. Juste de l'amour et un accord mutuel pour comprendre au fur et à mesure. C'était suffisant. C'est toujours le cas. Il y a un rythme jusqu'à la fin si vous êtes suffisamment silencieux pour l'entendre.
Cela ne vient pas en fanfare. Ce n'est pas toujours propre, mais cela a un poids. Un dernier clic dans la serrure. Un tiroir qui se ferme enfin. Une voix à l'intérieur de vous disant « Vous l'avez fait ». C'était la dernière page. Je l'ai entendu ce matin pendant que je préparais le thé. Le sifflet de la bouilloire s'élevait au moment où la lumière frappait le carrelage de la cuisine. Ma chaise s'est éloignée d'un pouce trop loin, puis s'est rentrée. La porte du placard, toujours un peu collante, se ferme du premier coup. Une bonne fin ne ressemble pas toujours à un triomphe. Parfois, cela ressemble à la paix. Le chalet s'est installé autour de moi. Pas comme la vieille maison, où se pressaient les souvenirs et les attentes. Cet endroit respire. Cela me permet de bouger sans excuse. Il n'y a aucune corvée qui attend d'être remarquée. Pas de conversation à faire sur la pointe des pieds. Juste des jours qui n'appartiennent qu'à moi. Et ce qui est étrange, c'est que je ne savais même pas à quel point j'en avais besoin. Aujourd'hui, je suis allée à la poste. La femme derrière le comptoir connaissait mon nom. Vous avez quelque chose de la bibliothèque, dit-elle en glissant une enveloppe matelassée vers moi. Nouveau livre audio. Je pense que ça m'a surpris, cette gentillesse. Non pas parce que c'était rare, mais parce que j'étais enfin suffisamment encore pour le ressentir. En rentrant à la maison, j'ai trouvé une lettre dans la boîte aux lettres. Pas une facture. Pas indésirable. Une lettre. Enveloppe épaisse. Écriture familière. David. Je me suis assis sur le porche avec mon thé et je l'ai ouvert avec précaution, comme si le papier risquait de se meurtrir. À l'intérieur, 2 pages. Pas de drame. Pas de rampement. Juste des mots que j'avais attendu longtemps d'entendre.